S'il est un phénomène dans notre ciel qui a toujours eu une place particulière dans l'esprit de l'humanité, l'espèce par le journal, ce sont les comètes. Si de nos jours nous savons enfin ce qui est derrière ce phénomène sans égal, ces objets ont aussi pendant longtemps nourri l'imaginaire collectif, ainsi que de nombreuses questions sur leur nature et celle de la voûte céleste en général. La dernière comète majeure en date, C2020 F3 Neowise, nous avait dévoilé au cours de la période mi-juin à mi-août 2020 un magnifique spectacle visible à l'œil nu. Mais du coup, quand avons-nous une chance de revoir une telle comète? Car oui, il y en a une au planning. Et de façon plus générale, quelles sont les comètes les plus marquantes observées? Pour cet épisode, j'avais envie de vous proposer de parler simplement de comètes, dont une qui s'annonce somptueuse d'ici quelque temps, quelques-unes que j'apprécie particulièrement, et de façon générale, l'aspect de ces petits cailloux. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve juste après, pour un nouvel épisode du ciel vu de la Terre. Avant de commencer cet épisode, je tiens à préciser une chose qui me semble utile. Les comètes dont je vais parler aujourd'hui ont été sélectionnées par mes soins, mais c'est aussi une liste non exhaustive qui laisse plus d'une comète de côté et qui peut largement mériter un épisode 2. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, mais bref. D'abord, une comète, c'est quoi exactement ? Alors, je tiens à le préciser directement, mais il existe une foule de comètes différentes. De façon générale, on distingue néanmoins deux types de comètes, les comètes périodiques et les non périodiques. Les périodiques sont des comètes généralement sur des orbites peu elliptiques et qui sont assez actives assez régulièrement. En fait, on considère comme périodique une comète qui met moins de 200 ans à faire le tour de son orbite. C'est par exemple le cas de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, dont le périhélie, le point le plus proche du Soleil de son orbite, est atteint tous les 6 ans environ, alors que la comète ne s'éloigne pas plus de 5 fois la distance Terre-Soleil du Soleil, soit 5 unités astronomiques. Le dernier périhélie datant de fin 2021 et le prochain étant pour 2028. Et puis, il y a les comètes non périodiques qui sont des objets sur des orbites généralement très elliptiques et qui peuvent s'éloigner à plusieurs centaines voire milliers d'unités astronomiques de nous et proviennent aussi, souvent, du nuage de Oort. Alors bien sûr, il existe plein de familles et de sous-familles de comètes en fonction de leur provenance dans le système solaire. Elles peuvent en effet provenir de la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et j'en passe. Mais en général, et même si des exceptions existent, la comète de Halley étant un bel exemple, les comètes non périodiques sont souvent de bien plus grandioses spectacles. Car pour avoir une comète, il faut avoir un caillou rempli de glace, glace qui va ensuite être vaporisée alors que la comète se rapproche du Soleil. On va alors commencer à distinguer une structure bien précise à la comète. La chevelure ou coma qui entoure le noyau de la comète et qui se transforme ensuite progressivement en queue. On voit aussi apparaître une seconde queue, appelée queue ionique, qui est en fait simplement une partie du gaz éjecté par la comète qui se voit ionisée par les vents solaires et ainsi également accélérée, créant une nouvelle queue. Ensuite, une comète laisse aussi de la poussière dans le sillage de son passage sur son orbite, qui peut, si la Terre et la comète sont bien positionnés, donner l'illusion d'une troisième queue, pouvant même aller jusqu'à ressembler à une antiqueue, comme ce fut le cas pour la comète C2022-3 ZTF. Et des comètes, il y en a littéralement de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Celles-ci sont influencées par leur composition, leur proximité avec le Soleil et bien d'autres.
Seulement, au fur et à mesure qu'une comète multiplie les passages auprès de notre étoile, elle va perdre ses glaces et ses poussières et risque toujours, même au premier passage, de se fractionner sous l'effet combiné du dégazage et de la chaleur du Soleil, soit tout simplement de perdre en activité et de ne plus vraiment être une comète. C'est d'ailleurs pour cette raison que les comètes non périodiques qui proviennent souvent du nuage de Oort ou de la ceinture de Kuiper sont plus actives. Elles ont effectué énormément moins de passages près de notre étoile et sont en plus de ça un peu plus riches en glace, élément essentiel à leur activité. Je rappelle que l'on parle ici de glace d'eau, d'azote, de CO2 et encore bien d'autres. Et une comète, ça peut être extrêmement actif. Un des exemples de comètes extrêmement brillantes, c'est la comète C2006P1 McNaught. Début 2007, la comète fut même visible dans de très bonnes conditions, en plein jour et à l'œil nu. Les images que vous voyez ici ont d'ailleurs été prises par Philippe Salzgeber le 13 janvier vers midi. Alors, disons-le clairement, des comètes visibles à l'œil nu en plein jour, il y en a eu très peu. Mais une de celles dont je devais parler, c'est la comète C1910A1. Alors, l'histoire qu'il y a autour mériterait quasiment un épisode dédié, mais la comète, qui fut dans un premier temps découverte à l'œil nu par le grand public et confondue avec la comète de Halley, atteint une magnitude de -4, proche de Vénus lorsqu'elle est la plus brillante. Vous la voyez ici d'ailleurs photographiée depuis l'observatoire Lowell en Arizona. Mais même si C1910A1 fut un spectacle grandiose, elle ne fut pas non plus la comète la plus brillante référencée. Ce titre pourrait bien appartenir à C1965S1, qui fut visible à la fin de l'année 1965 et atteint une magnitude de -10. Alors une petite parenthèse s'impose. Pour résumer rapidement, la magnitude d'un objet désigne sa luminosité et est une échelle logarithmique. Un objet d'une magnitude de 1 est ainsi 2,5 fois plus lumineux qu'un objet de magnitude 2, et ainsi de suite. Mais C1965S1 est un cas assez intéressant. Elle pourrait être un fragment d'une comète plus grande observée en l'an 1106 et qui, en se fragmentant, aurait donné naissance à la comète C1882R1 qui atteint une magnitude de -7 en 1882. Ces comètes appartiennent au groupe de Kreutz, et la comète de 1882 fut suivie par d'autres comètes assez belles, également en 1843, 1880 et 1882, ce qui fit penser à l'astronome Heinrich Kreutz que, au vu de leur succession rapide, ces comètes pourraient avoir un lien et une origine commune, théorie qui n'a toujours pas été infirmée depuis et qui au contraire semble même se confirmer. À ce jour, la comète de 1965 est la dernière connue du groupe à être passée et avoir été un spectacle si grand, mais qui sait, avec un peu de chance, à l'avenir. Mais bref, on peut toujours espérer. Si cet épisode vous a donné envie de vous régaler avec une comète, sachez qu'il ne faudra pas attendre longtemps. De septembre à novembre 2024, la comète C2023A2 Tsushinsan Atlas devrait nous dévoiler un spectacle comparable à Neowise en atteignant une magnitude maximale proche de 0. Bien sûr, il y a toujours le risque que le noyau se fragmente, que la comète soit moins active que prévu ou qu'elle soit au contraire plus active, et tout ceci peut impacter grandement sa brillance. Dans tous les cas, elle sera intéressante à suivre, et c'est ce qui sera fait sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que je vous dis au revoir pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.